Notre invité aujourd'hui dans France Bleu Drôme Ardèche Midi est Frédéric Gobert. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous travaillez en Ardèche, à Privas. Docteur en sciences du langage, écrivain, professeur de lettres donc, en collège. Oui, au Privas. collège Bernard de Ventadouin à Privas, oui. Voilà, et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez sorti il y a peu un premier ouvrage sur une série de 4, on peut le dire aujourd'hui, c'est ça normalement. Oui, tout à fait. Il y aura effectivement d'autres ouvrages. Il y en a un qui paraît ce mois-ci, il y en aura encore d'autres, j'espère. Voilà, consacré au système éducatif français notamment. Alors, le titre de ce premier ouvrage est « Le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent ». On va peut-être partir de là d'ailleurs. Alors, l'hédonisme, tout d'abord, peut-être, c'est une doctrine philosophique. Alors, le ludique, l'hédonisme et l'adolescent, pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'hédonisme, on le comprend souvent comme la jouissance, le plaisir, donc l'absence d'effort. Et effectivement, c'est plutôt cet hédonisme qu'on pourrait appeler un hédonisme de la consommation généralisée qui est promu par la société. Et l'éducation nationale étant en phase avec la société, voilà, c'est cet hédonisme-là qui est attendu aussi par aussi des parents qui considèrent que leur enfant doit s'épanouir au collège, bien que le terme s'épanouir soit pas toujours bien clair, puisque d'après une étude, un parent sur 2 seulement voit le savoir comme une priorité, alors que 9 sur 10 voient l'épanouissement comme une priorité. Donc ça veut dire que pour un bon nombre, le savoir n'est pas présent dans cet épanouissement. Donc voilà, comment on fait dans ce cas-là ? L'hédonisme exigeant, lui, épicurien, qui est en fait un hédonisme plutôt ascétique, n'est pas l'hédonisme prioritaire aujourd'hui. Voilà. Et quant au ludique, aujourd'hui, je pense que tout le monde, la plupart des gens considèrent que le ludique c'est bien, c'est-à-dire que c'est bien de s'amuser, parce que si on ne s'amuse pas, on s'ennuie. Il y a toujours en blanc ou noir. Donc soit c'est sérieux mais on s'ennuie, soit c'est ludique mais ça peut être sérieux aussi, mais c'est ludique au fond. Le problème c'est que le ludique a sa fin en lui-même, c'est-à-dire que le jeu dans le ludique a sa fin en lui-même. Donc si on l'applique au système éducatif, ça voudrait dire que en fait, en classe, si on fait du ludique, c'est le ludique qui a sa fin en lui-même. C'est plus le savoir, c'est plus l'apprentissage. C'est ça la réalité. Alors chacun va me dire mais non, mais pas du tout. C'est juste travailler en s'amusant. Moi, je sais que j'essaie vraiment de travailler en m'amusant. Si je ne m'amuse pas dans une journée, si je n'ai pas pris de plaisir à faire ce que je fais, j'essaie de le faire avec les élèves aussi. Ça aide à prendre du plaisir. Donc. Voilà, c'est ça. J'ai envie de prendre du plaisir en travaillant, mais le ludique en soi, c'est quelque chose qui exclut l'exigence en fait. Voilà. Donc pour le dire comme ça, c'est pour ça que dans le livre, je mets le lien, j'établis un lien assez net entre le ludique et l'infantilisme. C'est-à-dire que si on met du ludique, on infantilise. Donc on voit par exemple dans des publicités des personnes de 75 ans qui se comportent comme des enfants de 3 ans et demi, c'est ludique. Voilà, c'est ça le ludique, c'est-à-dire qu'on infantilise tout et du coup, comment rendre adultes des enfants ou des adolescents si on les infantilise en permanence. Donc ne pas infantiliser, c'est une chose, ça ne veut pas dire qu'il faut s'ennuyer. Voilà. Et ensuite, l'adolescence, le dernier concept du titre. C'est pas l'adolescent, c'est pas l'adolescent, c'est l'adolescent. Qu'est-il ? En fait, c'est assez simple. Dans adolescent, on reconnaît adulte et adolescent. Donc, c'est quelqu'un qui a l'âge adulte, mais qui se comporte comme un adolescent. Donc, qui a les valeurs de l'adolescent. Et en fait, avec la culture jeune de notre société, il est bon d'être jeune tout le temps. Mais c'est pas jeune en réalité. On rejoint l'infantilisme, c'est-à-dire qu'en fait, on ne devient pas adulte. Et être adulte, c'est presque ringard aujourd'hui. Voilà. Donc, il vaut mieux être adolescent, être jeune, entre guillemets, parce que le terme jeune est valorisé et connoté positivement. Alors qu'en réalité, si on dit, moi j'ai 40 ans, je suis jeune, c'est-à-dire je suis infantile, d'un seul coup, ça le fait moins. Voilà. Alors, voilà pour l'explication du titre. Ne croyez pas que tout est dit là, évidemment. Frédéric Gobert, vous avez voulu vous lancer dans cette écriture de cet ouvrage, notamment le premier, évidemment, et des suites, parce que vous ne compreniez pas, finalement. Voilà, moi je pense que comme beaucoup de parents et même des personnels de l'éducation, je ne comprenais pas grand-chose au système éducatif. Par exemple, en tant qu'enseignant, une principale me dit on va mettre en place tel dispositif en avril et arrivé à la rentrée de septembre, elle met en place exactement le dispositif inverse tout en étant aussi motivée par l'un que par l'autre. Voilà, ça ne fait pas sens. On a des dispositifs qui sont mis en œuvre, qui fonctionnent, mais on les retire quand même. Donc pourquoi ? Là, c'est la réforme du collège qui est mise en place cette année. Bon, on la met en place, on dit que ça va améliorer les choses, les programmes sont plus confus, à l'arrivée, l'approche par compétences est mise en place, donc ça je ne sais pas
pas si les parents le savent, mais le contrôle continu maintenant, c'est uniquement de l'évaluation par compétences. Donc on nous dit que ça va être plus exigeant. Moi je veux bien, mais en fait les enseignants n'ont de choix comme en notes de 0 à 10 que 4 ou 10. Ce qui veut dire que si un élève a 9 en maths, mettons, à la fin de l'année, l'enseignant a le choix, il a 4 ou 10 à mettre. Si l'élève a 9, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai demandé à des collègues, ils m'ont dit 9, s'il a 8, il a 10. S'il a 8, on va mettre 10. S'il a 7, on va mettre 10 aussi, on va pas lui mettre 4. Et du coup, à l'arrivée, la moyenne du contrôle continu passe tranquillement, sans que personne ne le dise et sans que je l'ai entendu nulle part, à 7. C'est-à-dire que le contrôle continu, aujourd'hui, maintenant, avec le brevet, c'est 7 sur 10. Donc le niveau va monter, ça c'est sûr. C'est certain que le niveau va monter complètement artificiellement. Mais est-ce que le niveau des élèves lui-même va monter? On peut en douter, surtout si les élèves se disent oui, mais de toute façon que j'ai 7 ou 10, c'est pareil. Qu'est-ce que ça va changer? Donc vous aviez du mal à comprendre ce qu'on vous demandait de faire, finalement. Les réformes, les différentes réformes, les parents ont du mal aussi. Alors, vous êtes parents aussi, voilà, moi je suis parent aussi. Et moi, si je publie ces livres, c'est parce que maintenant j'ai compris beaucoup de choses et j'aimerais que ceux qui ne comprennent pas puissent aussi comprendre, parce que s'ils sont comme moi et qu'ils se disent je vais aller lire les livres qui sont conseillés par les grands médias, je pense au Monde là récemment qui a publié une pleine page sur l'éducation, donc si on se fie à ça, on se dit je vais quand même me fier à ça pour comprendre. Mais la grille d'analyse qui est donnée est tellement caricaturale et absurde que ça ne peut pas permettre à qui que ce soit de comprendre quoi que ce soit. Moi à chaque fois je me fiais aux grilles d'analyse qui sont promues dans les grands médias, ça ne m'aidait absolument pas à comprendre quoi que ce soit. Donc là par exemple dans Le Monde c'était simple, c'était soit vous êtes du côté du progrès, et à ce moment-là, vous êtes pour les réformes pédagogiques, vous êtes du côté de la pédagogie. Et si jamais vous émettez des doutes à l'égard de la pédagogie, vous êtes un réac national, c'est-à-dire réactionnaire et Front National. Donc là, les gens qui nous écoutent, je les laisse faire leur choix. Voilà, vous avez le choix. Si vous prenez cette grille d'analyse qui est complètement absurde et qui ne permet absolument pas de comprendre quoi que ce soit, soit vous êtes du côté des pédagogues, alors il faudrait aussi en parler, c'est mon livre qui paraît ce mois-ci, j'ai un chapitre dessus, parce que c'est pareil, quand on se penche sur la question de la pédagogie, on ne comprend pas grand-chose. Et soit vous êtes de ce côté-là, et vous êtes censé être du côté du progrès, soit vous êtes de l'autre côté, et alors là, vous êtes jeté aux enfers. Donc c'est complètement absurde. Donc vous avez fait le boulot, on va dire. En gros, vous vous êtes dit, je vais aller chercher, je vais lire, je vais essayer de compulser tout ça, essayer d'établir votre propre grille de lecture, d'analyse. Pas facile, parce qu'en fait, soit on reste dans des choses très compliquées, soit on essaie d'être aussi grand public quand on écrit. C'est ça. Au niveau de l'écriture, ça a été compliqué, non? Voilà, ça a été mon objectif, c'est d'avoir une écriture assez alerte, pour que, et même des fois assez mordante et aussi amusée. J'essaie aussi de mettre de l'humour, comme dans mes cours d'ailleurs, de manière à ce que la lecture soit plutôt fluide. Donc là, j'ai essayé d'être grand public, mais en ne cédant en rien à une certaine carence en termes d'exigence, pour ne pas aussi qu'on puisse se dire mais c'est superficiel. Voilà, ça n'est pas superficiel. Avec de vraies références. Donc il y a énormément de références. Tout le temps les références. Voilà, il y a beaucoup de sources de manière à ce que ce soit solide, mais en même temps que ce soit accessible. Accessible. Donc ça, c'était mon objectif pour que l'on comprenne, notamment par exemple, il y a des choses amusantes comme la compétence. Tout le monde utilise le mot compétence aujourd'hui. Alors qu'on se rend compte que personne ne sait ce qu'il veut dire. Quand on demande à 10, 20 personnes ce qu'elles entendent par compétence, on a des définitions très différentes, soit une même définition complètement superficielle et floue. Et même dans la lecture que j'ai faite, je me suis rendu compte que même des spécialistes de la compétence ou des profs d'université, en fait, ne savaient pas ce qu'était la compétence. Donc c'est intéressant de se rendre compte que c'est le concept clé à partir duquel on est censé évaluer. Et si on lit en plus les principaux consultants en management par compétence du moment, un livre qui vient de sortir en juin et qui nous dit qu'en fait la compétence aujourd'hui est considérée par les meilleurs spécialistes comme un concept obsolète et non opératoire. Et c'est cette année-là que l'éducation nationale choisit de mettre en place l'évaluation par compétence de manière généralisée et inscrite dans le contrôle continu. C'est intéressant. C'est intéressant. On peut en tirer quelque chose. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, sur laquelle je voudrais insister, c'est l'orientation, parce que le gouvernement dit que l'orientation, c'est une des priorités, et c'est sûr, en fin de troisième, moi je suis professeur principal en troisième, donc je sais ça très bien, c'est effectivement une priorité, mais pourquoi alors est-ce que c'est précisément cette année que le gouvernement choisit de retirer les conseillers d'orientation? Voilà, ils vont disparaître en 2017. Et pourtant, c'est une priorité. Voilà, c'est ce genre d'aberration qui, je crois, ne permet pas à qui que ce soit de comprendre quelque chose. Voilà. Et avec ce que j'ai écrit, j'espère que du coup, on comprend pourquoi ça peut quand même avoir lieu. Il y a quelque chose que je voulais aborder avec vous. Alors, on l'a compris, vous parlez de la notion d'hyperspectacle, le spectacle qui est toujours là. Le spectacle généralisé dans toutes les sphères de la vie. Voilà. Mais est-ce que c'est une notion qui est propre aux adolescents? Ou bien c'est quelque chose qui touche tout le monde.
mais les adolescents sont victimes, entre guillemets, si on considère qu'en tout cas qu'il s'agit d'être victimes, en premier lieu, parce que ils passent un temps infini sur les écrans. Ils sont sur leur téléphone du matin au soir, ou alors c'est la tablette ou c'est l'ordinateur, voilà, les réseaux sociaux, etc. Et en classe, ce qui est valorisé notamment par les pédagogies qui sont recommandées, c'est l'usage du numérique. Donc on est censé utiliser de plus en plus les ordinateurs, le vidéoprojecteur, et si on voulait aller complètement dans cette voie-là, mais il faudrait les laisser sur des écrans quasiment toute la journée. J'allais dire, et bientôt, utiliser son smartphone toute la journée, oui, les tablettes sont généralisées, enfin pas généralisées, mais en tout cas expérimentées, mais de manière aussi généralisée que possible dans les établissements scolaires. Ça ne se fait pas complètement, tout simplement pour des raisons de moyens. Et toujours pour parler des moyens, il y a un vrai problème avec la question de la maintenance qui coûte très cher. Je crois que les collectivités locales font vraiment ce qu'elles peuvent. Si on prend par exemple, l'exemple que je connais, c'est le conseil départemental de l'Ardèche qui fait ce qu'il peut en termes de maintenance, mais la maintenance ne suit pas il y a la mise en place de matériel, mais bon. Mais en fait, si on veut vraiment que la maintenance soit complètement opérationnelle et que les matériels soient utilisés, il faudrait dépenser beaucoup plus. Donc, il y a toujours des problèmes et on en rencontre tous les jours et plein de collègues, du coup, ne les utilisent plus non plus. On est un peu pris dans un paradoxe parce que on est, oui, les adolescents sont hyper connectés, nous aussi, de plus en plus, tout le monde, mais et en même temps, donc il faut travailler on les fait travailler de plus en plus sur le numérique à l'école, alors que on dit oh là là, ils sont tout le temps devant les écrans, il faudrait réussir à y être un peu moins. Alors... Tout à fait. Tout à fait, mais de toute façon, il y a plein de choses paradoxales dans l'éducation nationale, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par exemple, de plus en plus du numérique, mais en même temps, il faut lutter, on est censé lutter contre les troubles de l'attention, alors qu'en fait, c'est une pathologie qui est complètement généralisée, et d'ailleurs qui est admise aujourd'hui, des élèves qui bavardent, c'est normal, voilà. Si on veut vraiment lutter de manière drastiquement contre le bavardage, en tant qu'enseignant, on va se faire taper sur les doigts, parce que forcément, les parents, la hiérarchie ne vont pas nécessairement nous suivre, alors, éventuellement dans le discours, mais pas dans les faits. Et par rapport à cette question des écrans, ce que on peut dire si les parents se demandent comment faire. Oui, comment faire pour éviter de laisser sans arrêt mon enfant devant des écrans. Quand je dis on est hyper connecté, c'est qu'on a, a aussi, nous aussi les parents, et l'ado il prend peut-être exemple aussi sur ses parents. Voilà, exactement. Et alors c'est vrai que du coup ça demande un véritable effort aux parents, parce que ça veut dire que les parents doivent accorder une attention très grande à eux-mêmes. C'est-à-dire à ce qu'ils font, à qui ils sont, à ce qu'ils choisissent d'être, parce qu'ils sont les modèles de leurs enfants. Et donc, qui je choisis d'être, c'est aussi une manière pour moi, et peut-être même la manière essentielle pour moi, d'éduquer mon enfant. Et par exemple, prenons les écrans, pour éviter que mon enfant soit toujours devant les écrans, plutôt que de lui dire fais ceci ou fais cela, je vais faire ceci ou cela avec toi. Voilà, je vais faire une sortie avec toi, je vais pratiquer un sport avec toi, on va être ensemble et on va faire quelque chose ensemble. Et du coup, le lien parent-enfant s'établit, se rétablit, se noue profondément, et l'écran pèse moins lourd du coup. Mais si le parent passe son temps sur les écrans et dit à son enfant tiens, viens jouer avec moi au jeu de vidéo de guerre que je viens d'acheter, bon, ça peut être un point de départ, mais alors ça doit durer très très peu de temps, ça doit être juste une amorce, mais ça doit pas être quelque chose de durable, parce que sinon ça ne peut pas permettre à l'enfant de se désintoxiquer, parce que c'est une véritable addiction. Voilà, et alors ça c'est par exemple un petit remède que vous appliquez vous avec vos enfants. Ce que j'essaie, oui, et que vous nous donnez dans le livre, qu'on soit bien d'accord, ce livre, il y a d'autres solutions que vous apportez, que vous mettez sur la table. Alors moi, mon objectif principal, c'est d'aider à comprendre, parce que je me rends compte que la plupart des parents, beaucoup même de personnels d'éducation, même des politiques, ne comprennent pas ce qui se passe. Ou alors on croit comprendre, mais en fait, très vite, on comprend que ça ne va pas, on ne peut pas mettre les morceaux des puzzles ensemble. Donc en fait, mon objectif, c'est d'abord et avant tout d'aider à comprendre, parce que si on comprend, on peut commencer déjà à se positionner soi-même. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Pour trouver des solutions, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, on n'a pas le temps de... Et puis chacun trouvera ses solutions justement avec une meilleure compréhension. Voilà. Donc on trouve ça dans le livre. Avant tout, aider à comprendre, ce n'est pas qu'un livre de critique pure. Ce n'est pas un livre qui cherche à critiquer, c'est un livre qui cherche à comprendre. Donc ça passe aussi par la critique, mais au sens où on parle d'esprit critique et pas de critique pour dire non. Voilà, donc le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent, vous notez bien ce titre. On pourra débattre avec vous, parce qu'évidemment, demain à la médiathèque, j'imagine que vous adorez la confrontation des idées. Oui, tout à fait. Que des gens apprécient ce que je suis en train de dire ou non, du moment que c'est argumenté, on peut en parler. Il y a suffisamment de choses dans ce livre pour qu'on puisse parler longtemps. Bon, on vous retrouve demain soir, 20h30 à la médiathèque de Privas. Et
puis, on le signale, voilà, puisque j'en ai parlé, il y a déjà les suites qui arrivent, hein, puisque là, on a votre deuxième ouvrage. Qui paraît ce mois-ci, oui. Voilà, qui paraît en ce moment, c'est le système éducatif français à l'ère des perversions idéologiques. On en reparlera. On en reparlera. Voilà. Il y a beaucoup à dire et vous m'avez dit qu'il y avait quatre ouvrages. Il y en a 2 autres sortir. en préparation. Là, je vais soumettre à l'éditeur incessamment. Bon, écoutez, merci beaucoup Frédéric Merci Gobert. beaucoup à vous. Saint-Martin, Vassieux, La Chapelle, dans le Vercors. France Bleu Drôme Ardèche.